Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un cours de droit civil sur le droit de propriété. Les objectifs de ce cours: d'abord définir le droit de propriété, ensuite quelle est son étendue, on verra son étendue aussi bien verticale que horizontale, et enfin quels sont les attributs du droit de propriété et les conséquences de la définition de ces attributs. Avant de définir le droit de propriété, c'est important de faire de prendre un petit peu de recul. Si on va très très loin, on se retrouve très loin dans l'histoire, on se retrouve avec les chasseurs-cueilleurs. Et donc l'idée c'est la vie en communauté. En fait, il n'y a pas droit de propriété. Chacun est propriétaire de ce qu'il trouve, de ce qu'il cueille ou de ce qu'il chasse. Mais il n'y a pas cette notion de propriété d'immeuble, de territoire. Avec la féodalité, évidemment, ça change beaucoup. Là, c'est l'inverse. On se retrouve avec un droit de propriété énorme, absolu. Le seigneur possède les terres. Il possède aussi les hommes qui y travaillent. Et il possède évidemment les fruits de ce travail. La Révolution française a complètement chamboulé cette notion, notamment avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Et on va retrouver le dernier article, l'article 17, qui nous dit: la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Ce qui est important, c'est qu'on va avoir ces deux adjectifs qualificatifs. La propriété est un droit inviolable et sacré. Donc on arrive à une notion de droit de propriété fondamentale pour le droit français. Évidemment, tout le monde n'était pas forcément d'accord avec ces idées, et notamment le courant politique ou philosophique du communisme. Je vous ai mis un extrait du manifeste du Parti communiste de 1848. La propriété privée d'aujourd'hui, la propriété bourgeoise, est la dernière et la plus parfaite expression du mode de production et d'appropriation basé sur des antagonismes de classe, sur l'exploitation des uns par les autres. En ce sens, les communistes peuvent résumer leur théorie dans cette formule unique: abolition de la propriété privée. On retrouve un petit peu la notion du début, c'est-à-dire l'idée de communauté qui s'oppose à cette notion de propriété privée. Alors, maintenant on arrive sur la définition. Le Code civil, je vous rappelle que le Code civil a été rédigé au temps de Napoléon, notamment cet article, l'article 544 du Code civil, qui nous dit: la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Ce qui est important ici, c'est la notion d'absolu. Le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Le droit de propriété, c'est donc le droit le plus fort, le plus puissant qui puisse exister sur un bien. Un droit absolu, ça veut dire que c'est un droit total, complet, il est opposable à tous. C'est aussi un droit perpétuel. Il existe aussi longtemps que la chose sur laquelle il porte existe. Le droit de propriété se transmet, mais ne s'éteint pas. Enfin, c'est un droit exclusif. Chaque chose a un propriétaire et un seul. Tous ont obligation de respecter la propriété d'autrui, sauf exception. Les exceptions, on les verra un peu plus tard, notamment il y a le trouble de voisinage, mais surtout, principalement, on fera un cours spécifique là-dessus, un très très gros cours très important sur la notion de servitude. Ce qu'il faut retenir aussi là-dessus, sur le droit de propriété, c'est donc c'est un droit réel, c'est un droit qui porte sur l'objet et non sur la personne. Le propriétaire peut disparaître, mais le droit de propriété ne disparaît pas. Simplement, il y a un changement de propriétaire. Alors, on arrive maintenant sur la notion d'étendue, notamment l'étendue verticale. L'article 552 du Code civil nous dit: la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. On va faire un petit exemple. Imaginons que je sois propriétaire du sol qui est dessiné ici en bleu, limité à gauche et à droite par les deux traits bleus. Puisque je suis propriétaire du dessus, le Code civil nous dit: le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes ou services fonciers. Donc par exemple,
puisque je suis propriétaire du dessus, je vais pouvoir construire une maison, un bâtiment. Et comme je suis propriétaire du dessous, évidemment, cette maison va pouvoir avoir un sous-sol. Si mon voisin décide de construire de son côté un bâtiment sur son terrain, évidemment, il n'y a pas de souci, il sera propriétaire de son bâtiment, du dessus et du dessous. Mais si par exemple le sous-sol empiète sur ma propriété et que le voisin va un peu plus loin que sa limite et creuse le sous-sol un peu plus loin que ce qu'il faudrait, évidemment l'article 552 va s'appliquer et je vais pouvoir lui opposer cet article en lui disant que je suis propriétaire du dessous. Et donc il va y avoir par exemple un aménagement qui va faire que je vais récupérer cette partie de sous-sol et cloisonner sur la limite pour bien être propriétaire sur tout le volume du fonds sur lequel je suis propriétaire. L'article du Code civil nous dit aussi qu'on va devoir respecter les servitudes. Ben voilà, je vous ai dessiné un exemple de servitude ici. Il y a un poteau électrique avec un câble électrique qui survole les propriétés. Je dois subir le passage de ce câble électrique. Ici, c'est une servitude. L'article du Code civil est complété aussi par la notion de on peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et règlements de police. Donc par exemple, je vais pouvoir creuser une excavation et puis aller rechercher dans ce sous-sol, dans cette fouille, des produits comme par exemple des matériaux, à condition bien sûr de respecter les lois et règlements relatifs aux mines. Et en fait on verra que c'est assez contraignant. L'étendue horizontale, alors avant de parler de l'étendue horizontale, il faut faire un petit rappel sur la réforme de la publicité foncière qui date de 1955 et qui nous dit en gros que dans les mutations foncières, principalement les ventes, l'obligation de désigner un bien immobilier par ses références cadastrales. C'est-à-dire que le notaire, lorsqu'il va désigner le bien immobilier qui est objet de la vente, il va devoir obligatoirement utiliser ses références cadastrales. Les références cadastrales, un petit exemple ici, c'est 3 informations. C'est la commune, ici la commune d'Orléans, c'est une section, ici la section AB, et enfin un numéro, ici la parcelle numéro 128. Donc le notaire, quand il rédige son acte sur le transfert de droit de propriété sur un bien immobilier, est obligé de définir ce bien immobilier par ses références cadastrales. Ces références cadastrales donc s'appuient sur le cadastre. Le problème, c'est que le cadastre n'a pas de valeur juridique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie sur l'étendue du droit de propriété. Je suis bien propriétaire de la section AB numéro 128. Je ne sais pas où elle commence, je ne sais pas où elle s'arrête et je ne connais pas son étendue. C'est tellement vrai que les notaires, d'ailleurs, dans les actes notariés, placent des clauses de non-garantie pour limiter tout litige en indiquant qu'il n'y a aucune garantie sur l'étendue du droit de propriété. Entre parenthèses, c'est quand même assez étrange. Quand vous achetez un bien meuble, si vous achetez une voiture par exemple, vous avez des garanties sur sa puissance, sur ses caractéristiques. Quand vous achetez un immeuble, vous n'avez pas forcément de garantie sur ses caractéristiques. Qu'est-ce qui va nous permettre de garantir l'étendue horizontale d'un bien immobilier? C'est principalement l'article roi pour les géomètres, l'article 646 du Code civil. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leur propriété contiguë. Le bornage se fait à frais communs. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que d'abord je vais devoir faire un mesurage précis du terrain. Quand je dis je, c'est en général le géomètre expert, qui va donc faire un mesurage précis du terrain, qui va détailler les éléments visibles sur le terrain, le bâtiment, les clôtures, la voie par laquelle on y accède, la rivière qui se trouve à l'arrière par exemple. Et ensuite, je vais faire un travail juridique de définition des limites. Lorsque la limite concerne le domaine public, la définition se fait par délimitation avec la procédure de l'alignement. Donc par exemple ici, avec la voie communale, je vais pouvoir trouver la limite entre la propriété privée de cette parcelle et la voie communale. Lorsque je me retrouve au contraire en bordure de domaine privé, comme par exemple avec les voisins, c'est la procédure du bornage contradictoire, et donc ici je vais définir les limites. Je vais en profiter pour définir l'appartenance des clôtures,
Par exemple, la clôture en haut est privative. Le petit crochet rouge indique que la clôture appartient à la parcelle concernée, alors que pour le mur du bas, on voit un double crochet. Donc a priori, c'est un mur mitoyen. On fera également un cours particulier sur cette notion de mitoyenneté. Enfin, petite exception, enfin petite particularité, lorsqu'on a un cours d'eau non domanial, c'est-à-dire un cours d'eau qui n'est pas du domaine public, la limite de propriété se trouve à l'axe de ce cours d'eau, ce qui n'apparaît pas forcément sur le cadastre. Donc en ce qui concerne l'étendue horizontale, la surface, on va d'abord trouver la contenance cadastrale qui est indiquée sur le cadastre, qui du coup n'a aucune valeur, n'est pas du tout garantie, et qui est simplement une contenance qui sert à définir l'impôt foncier. On peut trouver également une surface arpentée, c'est-à-dire qu'on va simplement mesurer les limites apparentes et en déduire la surface apparente, on appelle ça la surface arpentée. Et enfin, la surface réelle, qui est la surface en fait la plus exacte, puisqu'elle va s'appuyer sur les limites mesurées, mais surtout garanties par les procédures de l'alignement et du bornage. Et on voit bien qu'à chaque fois, que ce soit la contenance cadastrale, la surface arpentée ou la surface réelle, il y a des différences. On n'est pas obligé d'obtenir la même valeur. L'empiètement. L'article 545 du Code civil nous dit « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. » On va faire un petit exemple. Imaginons que je sois propriétaire à nouveau du sol en bleu, avec les deux limites à gauche et à droite dessinées en bleu aussi. Je construis ma maison qui est appuyée sur des fondations et on imagine que mon voisin construise lui aussi son bâtiment en limite de propriété et on s'aperçoit ici que la semelle de la fondation empiète puisqu'elle se trouve en partie sur mon bien immobilier, sur mon fonds. La Cour de cassation a toujours été très ferme là-dessus. Pour l'instant, alors il semblerait que ça soit en train de changer un petit peu, mais pour l'instant, tous les arrêts de Cour de cassation nous disent plutôt stricte interdiction de l'empiètement. C'est-à-dire que même si l'empiètement ne fait que quelques centimètres, c'est strictement interdit d'empiéter sur la propriété voisine. Donc la Cour de cassation nous dit, puisque l'empiètement est strictement interdit, soit on recherche une solution mettant fin à l'empiètement. Par exemple, ici, on peut imaginer qu'on tronçonne la partie de la semelle qui empiète sur ma propriété, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Évidemment, tronçonner une fondation, ça veut dire fragiliser l'ouvrage du voisin. Ça veut dire aussi sans doute que le voisin va devoir faire des travaux de consolidation, en général qui sont très coûteux, soit des pieux, soit de refaire une semelle, des reprises en sous-œuvre de semelles pour qu'elle puisse supporter le fait d'avoir tronçonné une partie. Ça peut être aussi, c'est rare, mais ça peut arriver, la démolition, c'est-à-dire qu'on va complètement démolir l'ouvrage qui empiète. Et ça peut être, c'est ce qui est le cas la plupart du temps, une solution qui met fin à l'empiètement, qui consiste simplement à ce que mon voisin rachète la bande de terrain sur laquelle se trouve l'empiètement. Évidemment, dans ce cas-là, il va y avoir une grosse négociation sur le prix de rachat et l'enjeu de démolition ou pas du bâtiment va influencer sur le prix de rachat de cette bande de terrain. À condition bien sûr que le propriétaire du sol sur lequel on empiète soit d'accord, il n'est pas obligé d'être d'accord, il peut simplement demander la démolition. La Cour de cassation nous dit la même chose en ce qui concerne le surplomb. Le surplomb est strictement interdit. Ici dans l'exemple, mon voisin a construit en limite, sa gouttière empiète sur mon terrain, ou plutôt surplombe mon terrain, c'est une forme d'empiètement. Je peux lui demander de raboter ce surplomb et de mettre en place un dispositif, un autre type de gouttière, qui fait qu'il n'y a pas de surplomb sur ma propriété. Ensuite, nous allons voir les attributs du droit de propriété. Alors, le droit de propriété, traditionnellement, il se décompose en 3 attributs, très importants. Le premier attribut, c'est l'usus. L'usus, c'est simplement, ça veut dire l'usage. C'est le droit d'user de la chose, le droit de s'en servir. L'exemple le plus courant, c'est simplement le droit d'habiter dans un appartement ou dans une maison. Le fructus, c'est le fruit. C'est le droit de percevoir les fruits de la chose. C'est le droit de jouir de la chose. Par exemple, si j'ai un appartement, je peux le louer
et ça sera le droit de percevoir le loyer de cette location. Enfin, l'abusus. L'abusus, c'est le droit de disposer de la chose. C'est le droit absolu du droit de propriété. Par exemple, si j'ai un appartement, je peux le vendre, je peux le rénover, je peux le détruire. Bref, je peux faire ce que je veux sur cet appartement. Il faut que ces trois attributs soient réunis pour avoir le droit de propriété. Et on va voir que si on peut aussi découper ces trois attributs, on appelle ça le démembrement du droit de propriété, et à ce moment-là, on va fabriquer par exemple l'usufruit. L'usufruit, l'article 578 du Code civil nous dit « L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. » En fait, c'est assez simple. L'usufruit, c'est l'usus et le fructus. L'usufruitier dispose de l'usus et du fructus. Donc l'usufruitier peut habiter un logement ou bien il peut le louer et en percevoir les loyers. Et le nu propriétaire, c'est celui qui dispose de l'abusus. Il va pouvoir par exemple vendre ou découper ce même logement. Le cas le plus courant, en fait, on va rencontrer l'usufruit quand un conjoint décède. La plupart du temps, le parent survivant va conserver l'usufruit des biens, c'est-à-dire qu'il va conserver l'usage du logement, il pourra y habiter. Il va conserver les fruits du logement, il pourra le louer et le loyer sera pour lui. Et les enfants obtiennent la nue propriété. En quelque sorte, ils sont pré-propriétaires en attendant que le parent survivant décède pour qu'ils aient à nouveau la pleine propriété. L'indivision, l'article 815 du Code civil nous dit « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » En fait, on se retrouve avec une exception. Normalement, je vous ai dit tout à l'heure que le droit de propriété était un droit exclusif. Un seul propriétaire pour un bien immobilier. Là, on est dans une exception. On va avoir plusieurs personnes physiques qui sont propriétaires d'un même bien immobilier. Du coup, pour les rédacteurs du Code civil, c'est une situation plutôt précaire et en général une situation qui ne peut pas durer. C'est pour ça que cet article du Code civil nous dit qu'on peut sortir de l'indivision à tout moment. Trois types d'indivision. Soit on se retrouve dans l'indivision qui est prévue par la loi, c'est ce qu'on appelle le régime légal. La loi a prévu des cas d'indivision qui en général ne durent pas. C'est le cas principalement lors d'un héritage. Tant que la succession n'est pas réalisée, les héritiers se trouvent co-indivisaires du bien du défunt. On peut également être en indivision par un régime conventionnel, une convention. En fait, c'est un contrat, un cas très courant. On peut très bien acheter un bien immobilier à plusieurs. Par exemple, deux personnes achètent un bien immobilier et chacun va être co-indivisaire, par exemple à 50% pour chacun du bien immobilier. Donc là, c'est une convention, c'est un contrat. Enfin, il existe un régime spécial de l'indivision qui est prévu par la loi, un régime très 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 important qui s'appelle la copropriété. Très gros chapitre, on fera évidemment un cours en particulier sur cette notion de copropriété. Enfin, pour terminer, le droit de superficie. Le droit de superficie, en fait, c'est l'idée de diviser le bien immobilier entre d'un côté le fonds, le terrain. Donc on va avoir le trait foncier, on appelle ça le trait foncier, qui est propriétaire du fonds. Et d'un autre côté, l'espace qui se trouve en surface et sur lequel on va réaliser des ouvrages, par exemple des bâtiments et des constructions. Le propriétaire de l'espace en surface s'appelle le superficiaire. L'idée, en fait, souvent, c'est de limiter ce droit dans le temps. Donc la personne va avoir le droit d'utiliser la surface pour y construire des ouvrages. Et au bout d'un certain temps qui est prévu, le propriétaire du fonds va récupérer les constructions. Le cas le plus courant, c'est les concessions d'autoroutes. En théorie, les sociétés d'autoroutes, en fait, ne sont pas propriétaires du sol. Le sol appartient à l'État. Elles ont l'autorisation de construire sur ce sol des ouvrages et des routes, de les exploiter, c'est-à-dire d'y appliquer un péage. Et au bout d'un certain temps, normalement, l'autoroute tombe dans le domaine public et l'autoroute devient gratuite. Dans la pratique, ce n'est pas vraiment ce qui se réalise. En fait, souvent, les sociétés d'autoroutes négocient de conserver des concessions anciennes en échange de fabriquer de nouvelles autoroutes et d'équiper ainsi le territoire sur des fonds privés.
Une proposition de loi qui vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale, qui s'appelle la loi Laglaise, qui est très très importante, qui va modifier un petit peu cette notion de droit de propriété. On parle du troisième droit de propriété, donc c'est ni de la pleine propriété ni l'usufruit, et cette proposition utilise le droit de superficie. L'idée en fait, c'est de créer des offices fonciers libres qui vont acheter des fonds, donc qui vont acheter des terrains, et ces offices fonciers libres vont louer la surface à des futurs propriétaires pour qu'ils construisent leur habitation. Ils seront donc propriétaires des murs, mais pas du terrain. Bien sûr, cette location s'établit sur un contrat de longue durée avec un loyer qui est garanti. Cette solution a été mise en place parce qu'il y a une surenchère foncière très très importante, notamment dans les grandes villes, qui fait que beaucoup de personnes ont du mal à se loger. Et donc, pour favoriser le logement, en fait, on a eu l'idée de découper d'un côté le droit de propriété du sol du droit de propriété des constructions.